Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup pour cette conférence, ce colloque qu'on organise depuis 2018 avec l'aide de Merging Technologies et l'AES France Chapter. Je m'appelle Nicolas Verastegui, je suis le directeur de l'école SAE Institute, campus de Paris. Je vous souhaite tous la bienvenue. On a un sujet très passionnant pour ce soir, pour la conférence de ce soir, et très pertinent par rapport à la situation inédite qui se passe actuellement. Je pense que vous allez bien aimer le sujet. On a un invité exceptionnel qui attend avec impatience de vous raconter un peu les techniques, les procédures et aussi l'angle artistique sur la production multipiste, hein, une production audiovisuelle pendant un confinement dans un environnement virtuel. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue à cette salle virtuelle SAE Merging AES et je vous souhaite une belle séance. Je transfère la parole à mon collègue Philippe Labro. Bonsoir tout le monde. C'est une occasion extraordinaire de communiquer avec des outils numériques aussi développés que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est une occasion de le lier au domaine de la production musicale. Merci à tous ceux qui sont venus participer à cette conférence, l'AES France, Merging Technology et Dimitri que nous allons accueillir prochainement. Le SAE Institute mène depuis 40 ans des recherches formidables et intenses dans le domaine de la production musicale. Et il ne faut pas passer à côté aujourd'hui les techniques qui permettent de partager du contenu artistique, mais surtout de partager une sorte de création individuelle qui deviendra par ce partage création collective. C'est peut-être la première fois qu'on a cette forte internationalisation de la production musicale. Et dans le master production musicale, master musique et production musicale qu'on a l'honneur de faire avec l'université Gustave Eiffel, ce sera des choses qu'il faudra prendre en compte. Deuxième point à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui la musique, nous l'écoutons mais aussi nous la voyons. L'image doit absolument accompagner le message musical. C'est quelque chose de fort qui devra être développé, rentrer dans un univers artistique. Ça c'est toujours plus ou moins vu avec le clip, la musique de film, mais maintenant on transforme la chose en séance de studio filmée. On va plus loin, on va partager l'action, on va partager la direction technique et artistique devant la console. On va montrer un petit peu l'envers du décor. Et c'est important aujourd'hui de traduire cette volonté de l'image, de traduire cette volonté d'une production sonore imagée vers cela. Un autre axe qu'il ne faudra pas négliger, c'est l'art numérique. Comment créer des inventions picturales, des dessins, de la 3D à partir de la musique. C'est aussi un pan de la production musicale qu'il faudrait développer et qu'on développera au sein de notre institut avec nos partenaires. Voilà, je vais tout de suite donner la parole à Dimitri parce que l'essentiel est qu'il nous explique comment il a fait cette œuvre magnifique, cette orchestration magnifique par la technologie actuelle. Dimitri. Merci beaucoup, merci. C'est un peu intimidant de parler par ce moyen extrêmement moderne et très nouveau. Donc je vais peut-être commencer par me présenter. Je m'appelle Dimitri Scapolan, je suis à l'heure actuelle opérateur vidéo à Radio France. J'ai d'abord eu un parcours d'ingénieur du son, de musicien. J'ai fait du violon pendant des années, j'ai appris le solfège, lecture de partition, la musique classique et toute ma vie. Et donc, je suis rentré à la maison de Radio France en 2002 comme opérateur du son. J'ai d'abord fait beaucoup de radio, de la fiction, des choses extrêmement diverses. Cette conversation va être enregistrée. Et je me suis progressivement, au fur et à mesure des années, dirigé vers mon pôle d'intérêt le plus fort, à savoir la production
audio, la post-production de musique classique à Radio France. Voilà, donc en 2007, j'ai été formé sur Pyramix et j'ai engrangé un nombre assez énorme de post-production aussi diverses et variées dans le domaine du disque, du DVD, des captations live dans des grandes maisons comme l'Opéra de Paris, l'Opéra Comique, les Chorégies d'Orange. Voilà, pas toujours avec une finalité purement radiophonique, mais en tout cas, on faisait et on fait toujours pas mal de productions discographiques et des DVD en collaboration avec des maisons de production comme Telmondis, comme Camera Lucida, comme la CLC. Voilà. Donc ça, c'est mon parcours. Et donc, je suis devenu référent à Radio France en post-production classique, voilà, formateur. J'ai formé quelques collègues qui continuent à faire de la post-production. Et en 2018, j'ai décidé de faire un gros virage de bord, à savoir changer de voie, prendre tout ce que j'avais appris en post-production musique classique et de l'intégrer dans un nouveau pôle qui s'ouvrait à la Maison de la Radio, à savoir les captations de concerts à l'auditorium, voilà, avec l'ouverture que prônait Mathieu Gallet de l'image pour notre grande maison ronde. Il a ouvert la plateforme France Musique et donc France Musique s'est mis à produire énormément de contenu vidéo pour les formations musicales, donc l'Orchestre national, le Filard, le chœur et la maîtrise. Voilà, donc ça c'est mon parcours. Donc je suis passé à la vidéo depuis 2 ans et donc j'ai été formé sur Adobe Premiere. Je fais pas mal de choses avec France Musique, des émissions, des tournages. On collabore avec des réalisateurs pour les captations d'orchestre. Et puis, au mois de mars, voilà, cette chose est arrivée, le coronavirus est arrivé. Et le 16 mars, je suis parti avec une valise dans le coffre de ma voiture, mon iMac, quelques disques durs, quelques informations, et je suis parti me confiner assez loin de Paris, en ne sachant pas ce qui allait arriver quelques dizaines de jours plus tard. Et donc, voilà. Donc, j'ai été contacté le 23 mars exactement par le service médias et presse de la direction de la musique de Radio France. François Harveillet m'a contacté directement en me disant: est-ce que tu as vu ce qu'a fait le Rotterdam Phil? Est-ce que tu as vu ce qu'a fait l'orchestre de Serbie? Et moi, j'étais dans tout à fait autre chose, puisqu'on avait radicalement coupé de la maison de la radio et du contexte professionnel. Et j'ai dit non, je ne suis pas du tout au courant. Et il m'a dit regarde, voilà, regarde ça. Et les musiciens de l'Orchestre national veulent faire la même chose. Donc ce projet du boléro, qui ne portait pas le nom de boléro dès le départ, parce qu'on ne savait pas, c'était un projet de confinement, d'orchestre en confinement. Ça découlait de musiciens qui avaient vu de chez eux ce qu'avait fait l'Orchestre de Serbie avec Bella Ciao, qui avait été diffusé le 21 mars sur YouTube, et la 9e de Beethoven par l'Orchestre de Rotterdam le 20 mars. Donc, effectivement, François m'a dit, voilà, est-ce que ça te dit de faire la même chose? Donc, moi, je n'avais jamais fait de vidéo de confinement, parce qu'on n'avait jamais été confronté au problème. Je pense que certains s'y sont essayés en montage vidéo pour s'amuser ou pour faire un effet artistique, mais la contrainte de chacun chez soi et tous les musiciens chez eux, ça n'était jamais vraiment arrivé. Donc, je me suis dit, voilà, c'est un challenge. Moi, ça m'intéresse. Il y a la triple casquette dans ce projet, à savoir la vidéo, le mixage audio et la maîtrise du langage musical, puisque le lendemain, je me mettais en rapport avec l'orchestrateur le timbalier de l'Orchestre national, Didier Benetti, qui avait raccourci, on va dire, le boléro de Ravel de 12-13 minutes à, on va dire, 3 minutes 30,
pour en faire une version qui soit, on va dire, un espèce de produit écoutable et raccourci. Voilà, donc il avait travaillé sur son Sibelius et il a donc réaccéléré les parties musicales pour garder l'effet que Maurice Ravel avait initié dans son orchestration. Mais pour pas que ça dure des plombes, voilà, il avait un petit peu raccourci. Donc c'est une envie des musiciens avant tout, je le note, je vous en fais la remarque parce que voilà, les musiciens sont vraiment fédérés autour d'un noyau en se disant voilà, il faut qu'on fasse. Ça ne vient pas du tout à la base de Radio France. C'est voilà, tout le monde était coupé de la maison de la radio, on ne savait pas à quoi s'en tenir. Donc le projet est parti quelque chose de vraiment spontané. Donc le 24 mars, j'ai reçu le premier mail de Didier Benetti qui m'envoyait un fichier généré par Sibelius avec, c'était une trame avec un clic et puis on va dire une partie qu'il avait réorchestrée et qui était accolée au bout de 1 minute 30 à un extrait de concert qui va jusqu'à la fin. Donc il avait vérifié l'harmonie pour faire la jonction entre les deux. Et donc le produit final audio fonctionnait assez bien, sachant que le but du jeu, c'était que chacun des musiciens de l'Orchestre national depuis chez lui puisse se filmer avec son téléphone et puis m'envoyer tout le matériel, les films en qualité optimale par WeTransfer. Voilà, on avait banni tout ce qui est WhatsApp, mail, tout ce qui peut compresser l'image et dégrader le son. Et j'ai dit, voilà, il y a un mode opératoire extrêmement strict quand on envoie des images par téléphone. On peut les envoyer par WeTransfer mobile ou bien faire un AirDrop si on a un Mac et puis du Mac faire un WeTransfer. Voilà, alors j'allais dire la partie technique la plus compliquée de ce process, ça a été de motiver tous les musiciens et de respecter une deadline parce qu'on avait vraiment une deadline et que chacun, bien qu'il soit chez soi, eh bien, se motive, fasse sa partie orchestre. Et puis, c'était le deuxième problème technique, c'était les connexions Internet. Donc, chacun n'avait pas la fibre. Même l'ADSL, parfois, c'était un ADSL qui était assez ténu, donc très compliqué. Je me souviens qu'avec une clarinettiste, on s'est retrouvé à envoyer 3 fois les vidéos. Elle portait son portable à bout de bras pour faire une partage de connexion. Donc, c'était assez spécial quand même. Et donc, j'ai reçu ces vidéos au fur et à mesure. Pourquoi le boléro de Ravel? On m'a beaucoup posé la question, pourquoi le boléro? Sachant que derrière, on a eu d'autres versions du boléro, que ce soit l'Orchestre Suisse Romande, que ce soit le New York Phil qui a fait sa propre vidéo 10 jours après. Eh bien, le boléro, c'est un emblème du répertoire français et il est inscrit au sein de l'Orchestre national de France. Donc, l'Orchestre national joue très souvent ce morceau et ils estimaient que c'était ce qui avait de plus représentatif c'est leur porte-drapeau. Et le boléro, c'est aussi un déploiement d'orchestration. Donc, c'est une petite mécanique orchestrale, comme disait Maurice Ravel. On part d'une caisse claire et d'un solo de flûte et en on va dire 10 minutes, vont se déployer des trésors d'orchestration, d'alliage de timbres. Donc, c'est une musique qui est extrêmement ludique, qui est, on va dire, facile à organiser pour ce qui est des mosaïques. Et c'est très plaisant à travailler comme répertoire musical. Voilà, donc il a fallu fédérer les musiciens et j'ai commencé à recevoir les vidéos, on va dire, le 25 au matin. J'ai reçu la caisse claire, j'ai reçu
un hautbois. J'ai reçu un petit peu tout dans le désordre. Chacun avait donc suivi le protocole, à savoir écouter la bande son avec ses écouteurs et puis se filmer avec un autre, avec son téléphone ou avec un ordinateur portable. Voilà. Et puis, ils m'ont envoyé chacun de leurs parties. Voilà. Et donc, j'ai commencé à recevoir tout ça et s'est posé un problème, c'était comment, par quoi on commence. J'avais jamais fait ce genre de choses. Donc, j'ai pris les choses assez facilement et je me suis d'abord dit, avec 3 images de téléphone portable, je vais superposer tout ça et puis voir si ça fonctionne, voir si le miracle s'opère. Et effectivement, oui, j'ai commencé à avoir des petits bouts de boléro qui se sont assemblés. Et au fur et à mesure, j'ai pu me défaire de la bande modèle, de la maquette que Didier Benetti m'avait envoyée. Voilà, donc je ne savais pas s'il fallait commencer par l'image ou le son. Je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais empiler tout ce que je peux empiler, notamment la première partie où les successions de solos se font. Et je vais même pas recommencer de mosaïque, même pas encore, hein, j'empile juste, je synchronise. Mon obsession, c'était vraiment la synchronisation, de dire, mais c'est pas possible, ça va pas être synchronisé, ça tiendra du miracle. Et si, eh bien si, finalement, si, c'était synchronisé. Et donc, pour être bien sûr que tout était bien synchronisé, j'ai donc fait ma superposition sur Adobe Premiere, logiciel que j'utilise, les pistes audio et son, et j'ai fait un premier export OMF. J'ai exporté, on va dire, des OMF par bloc pour vérifier sur le logiciel que j'allais utiliser pour le mixage, à savoir Pyramix, si la synchronisation allait être bonne ou pas. Et je n'ai pas été déçu. Voilà, donc j'en ai profité pour faire quelques essais. Fallait-il exporter en stéréo, en mono? J'ai un petit peu tâtonné de ce côté-là et j'ai commencé à avoir mes premiers bugs de retard progressif. Voilà, et j'ai découvert en fait un petit peu le côté caché et un peu pervers du téléphone portable. Donc, le téléphone portable, chacun avait un téléphone portable différent et chaque téléphone portable, suivant la marque, suivant le modèle, filme avec une cadence d'image différente. Donc ça, Adobe Premiere est capable de le gérer sur, on va dire, 2, 3, 4 flux. Mais on va dire qu'il recale, en fait. Il recale. Vous avez une vidéo qui est à 30 images secondes. Si votre séquence est à 25, il va adapter. Voilà, donc quand c'est uniforme, ça va. Par contre, quand on a des mélanges de cadences, ça va beaucoup moins bien. Donc là, on commence à avoir des décalages progressifs, ce qui m'a valu d'ailleurs pour les productions suivantes de normaliser tous les fichiers en termes de codec déjà pour que l'ordinateur rame beaucoup moins et en termes de cadence. Ça ne résout pas le problème de décalage progressif, mais il n'y a pas vraiment de solution là-dessus, enfin par expérience. Les décalages sont minimes, enfin sur 3 minutes, on va dire 3 minutes de morceau, on peut s'en sortir en faisant un travail de montage sur Pyramix assez délicat. Mais il y a quand même un problème de décalage qui s'ajoute aussi au fait que le musicien n'est pas forcément habitué à travailler au clic. Donc voilà, donc on va dire que le calage, la synchronisation à l'image, ça se fait à plus ou moins une image. Par contre, la synchronisation au son est beaucoup plus fine. Il faut vraiment quelque chose qui soit vraiment calé. C'est quelque chose de musical. Donc, il fallait vraiment que ce soit le plus calé et le plus ensemble possible et reproduire en fait les conditions d'un orchestre qui joue ensemble, donc qui s'écoute, donc qui s'ajuste et qui produisent cette musique
de tous ensemble. Là, ça n'était vraiment pas le cas. Les musiciens n'avaient qu'un clic, même pas de chef d'orchestre devant eux. C'était un clic dans les oreilles et c'est tout. Donc, c'est un petit peu déstabilisant. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions déjà en attendant. Pardon. Oui. Est-ce que la fréquence d'échantillonnage audio joue aussi indépendamment de la fréquence d'image? Alors non, la fréquence d'échantillonnage, en fait, telle qu'elle est absorbée sur Adobe Premiere, en fait, est gérée de façon totalement transparente. Par contre, la cadence, pas du tout. C'est vraiment une histoire de vitesse, mais la fréquence d'échantillonnage, pas du tout. J'ai jamais eu de problème de synchronisation avec des fichiers. Alors, généralement, les téléphones portables, ça joue plutôt sur du 48 kg et 44.1, moi, j'ai pas vu sur un téléphone portable. J'ai vu des choses extrêmement baroques et très bizarres, mais non, j'ai plus vu des cadences d'image à 29,97, à 25, à 29,99, des 30, des trucs, mais vraiment complètement loufoques, qui ont donné pas mal de fil à retordre. Mais non, la fréquence d'échantillonnage ne joue pas du tout. Alors, pour le boléro, effectivement, j'ai mené de front l'image et le son, parce qu'on était vraiment dans une phase de totale expérimentation. Et donc, je ne pouvais pas me dire, OK, voilà, j'ai ma méthode de travail, je vais d'abord faire le son, je vais faire le mixage, comme je fais maintenant, ce genre de vidéo, et après, je m'attaquerai à l'image et ça ira très bien. Non, pas du tout. Je ne savais pas du tout où j'allais. Je n'avais même pas toutes mes images. J'en ai attendu jusqu'à dimanche soir, 20h, et je devais rendre, on va dire, le lundi à 1h du matin pour publication le lendemain, enfin le lundi à 9h. J'étais dans une expérimentation totale. Donc, j'ai fait des allers-retours comme ça par fichier d'interéchange interposé, et j'ai fait des essais de mixage sur Pyramix, avec une méthode de mixage qui est un peu rodée pour moi. J'ai mis une Altiverb, j'ai fait des corrections paramétriques, et je me suis servi aussi du côté très compresseur du téléphone portable. Ce téléphone portable, c'est quand même un device qui est utilisé pour de la voix dans des mauvaises conditions. Donc, il y a un compresseur quand même assez efficace qui s'adapte au volume de la voix qu'on lui donne. Et on ne sait pas vraiment ce que ça donnait sur un instrument de musique, sauf pour ceux qui se filment, mais qui n'ont pas de velléité à mixer ça avec quelque chose d'autre. Sauf que pendant le confinement, on a vu allègrement énormément de mixages sortir de ces téléphones portables, que ce soit l'Orchestre national de France, que ce soit le New York Phil, que ce soit le Philharmonique même de Radio France qui a fait sa vidéo autour de Chaplin. Moi, jamais de ma vie, j'aurais imaginé mixer des téléphones portables. Ça, c'était vraiment la chose complètement inattendue. Parce que l'occasion ne se présentait pas. Mais j'ai quand même dû, au lieu de prendre des pincettes sur ce micro qui est quand même, on va dire, d'assez mauvaise qualité pour capter du son musical, je l'ai, on va dire, envisagé d'une autre manière, et je me suis dit que je l'ai modélisé un peu dans ma tête, et je me suis dit que ce micro de téléphone portable, ça pouvait se rapprocher, on va dire, d'un espèce en tout cas en termes dynamiques, d'un micro un micro des années 50, des 60, voilà, qui a pas beaucoup de bas, qui compresse naturellement. Et voilà, donc je devais jouer avec ce que me rendait le son pour chaque instrument. Et puis, les sons étaient très inégaux aussi en fonction de la pièce dans laquelle les musiciens s'enregistraient. J'avais des choses très compressées et très saturées. J'avais des choses, au contraire, qui étaient assez ténues. Donc, c'était vraiment pas des conditions absolument parfaites. Mais j'ai dû faire avec ça. Voilà, c'était une condition réelle. Je devais faire avec ça. Et j'ai eu de la chance parce que le boléro, en fait, par la volonté de l'Orchestre national et de Didier Menetti, qui ont mis au point, avant même que j'arrive sur le projet, ils voulaient découper la bande audio du boléro en 2 parties.
parce qu'on ne savait pas où on allait, on ne voulait pas se planter, et on avait une échéance. Donc, la bande du Boléro confiné fait 3 minutes 30. Ils m'ont dit, voilà, les sons des téléphones portables, ce sera de 0 à 1 minute 30. Et à partir de 1 minute 30, on a fait un raccord vers un concert du National dirigé par Daniel Gatti à l'Auditorium de Radio France. Ce sera plus facile pour toi parce que, voilà, je lui ai dit, OK, d'accord. Et on va dire qu'il y a une espèce de pivot harmonique qui fait que ça fonctionne. Donc, moi, j'avais déjà suffisamment de travail pour récupérer les images, élaborer la mosaïque et faire tout ce travail que je n'avais jamais fait de ma vie, que je n'avais pas à m'occuper de la deuxième partie du mixage du tutti qui va jusqu'à la fin. Déjà, on n'avait pas tous les instruments, donc ça sonnait un petit peu pauvre, on va dire. Et je n'avais pas du tout l'expérience audio que plus tard j'ai développée avec l'autre produit que j'ai fait avec l'Orchestre National, à savoir la valse de Shostakovich, où là, par contre, tout est mixé, monté et mixé de bout en bout, à savoir un orchestre de 60 musiciens. Il n'y a pas une once de playback. Voilà. Donc, on a dû faire effectivement du playback par la force des choses. Déjà, on ne savait pas que ça pourrait marcher, si notre affaire pouvait marcher. Donc, voilà, on s'est, on va dire, sécurisé par rapport à ça. Et moi, tranquillisé dans cette situation, j'ai pu plus travailler justement mes débuts de mixage entre la caisse claire, la flûte, l'arrivée des clarinettes, le cor anglais, les hautbois, tout ça, le trombone, enfin toute cette arrivée d'instruments, et faire quelque chose de propre. Voilà. Donc, je remercie l'inventeur de Pyramix, puisque, enfin, déjà, c'est mon outil de base pour le son. Pyramix, j'utilise comme un couteau suisse, c'est le cas de le dire. C'est vraiment l'outil de mixage avec lequel je fais tout. Je fais du magazine, je fais de l'orchestre, je fais du mixage de sujets, de reportages, tout ce que je peux faire à Radio France, enfin en petit format en tout cas. J'utilise Pyramix, c'est formidable, c'est rapide, et en termes de gestion de ressources, c'est quand même vraiment, vraiment bluffant. Voilà, donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que finalement, j'ai parlé de problèmes de délai. C'est que j'étais en train de construire mes mosaïques sur Adobe Premiere, de construire mon mixage parallèlement sur Pyramix. Et François Harveillé, le responsable de la presse de l'Orchestre National, me dit, alors, il faut que je te dise quelque chose qui va peut-être pas te faire plaisir, mais il y a un autre orchestre qui est en train d'imaginer son boléro de Ravel, c'est l'Orchestre de la Suisse romande. Donc, il y avait une petite course qui s'imposait. Donc, ça m'a mis un petit coup d'adrénaline et un petit coup de fouet. Et ils m'ont dit, voilà, ici, on ne peut pas se permettre d'être dans l'expérimentation plus longtemps, de passer beaucoup de temps. Il faut que dimanche soir, il m'avait contacté mardi, dimanche soir, on rend à France Musique, et lundi, on publie et on alerte la presse. Donc, je devais faire extrêmement rapidement, et j'ai dit à François, mais dans ce cas-là, il faut absolument relancer les musiciens le plus vite possible, qu'ils m'envoient tout. On avait des échanges de mails assez vifs, et on en avait plusieurs dizaines, voire vingtaines par jour. Et je lui disais, voilà, il me manque tel instrument, tel violon, tel truc. Et donc, j'ai pu avoir ma première partie de 0 à 1 minute 30, qui fait l'exposition, on va dire, des instruments principaux jusqu'au tutti. Et là, j'étais sauvé en me disant, voilà, j'ai mon matériau de base. Maintenant, l'effet que je veux rendre, c'est cet effet de surenchérissement de l'orchestre. Je me dis, mais en fait, le Rotterdam Phil, ils n'ont mis au maximum que 20 personnes. Les Serbes, je ne sais plus combien ils avaient mis, voilà. Moi, j'ai une idée beaucoup plus grande de ce boléro de Ravel, qui a quand même une orchestration très puissante. Il me dit, mais combien tu veux? Je dis, mais beaucoup, il m'en faut beaucoup. Voilà, il m'en faut 40, 45. Ok, d'accord. Il s'est mis à passer des coups de fil, à rameuter tout le monde. Il me faut un violon, un alto, et on a commencé un peu à rameuter sur les cordes.
Et donc voilà, donc j'ai fait ma construction jusqu'à dimanche soir, et dimanche vers 19h, j'ai reçu le dernier instrumentiste, à savoir un percussionniste qui m'a fait on va dire les dernières mesures, les derniers coups de cymbale. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait assez rapidement le son. Le son a été assez rapidement bouclé, en tout cas la bande sonore musicale. Après, le gros du travail, c'était de travailler sur Adobe Premiere et de construire le projet de façon ludique et musicologique. Voilà, moi, je le voyais comme ça, c'était ma vision des choses. Le New York Phil a eu une autre manière de voir les choses, à savoir de placer une caisse claire au milieu et puis de placer les autres instruments en périphérie, avec toujours cette caisse claire à contre-jour au centre. Moi, j'avais une vision beaucoup plus géométrique et un peu plus basique peut-être du projet, mais voilà, je construisais mes mosaïques. Alors, je ne sais pas si je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne sur quelque chose sur une mosaïque pas complète. Donc ça, c'est un fragment de mosaïque que j'ai fait en me structurant en fonction de la partition. Donc j'avais toujours la partition devant moi, réorchestrée par Didier Benetti, et je m'étais fait on va dire des grandes barres verticales en me disant voilà, il faut tel espace pour à tel moment. On va commencer avec 3 personnes, puis 4, puis 5, puis 8, puis ça va augmenter, passant de 10 à 14, voilà. Donc à l'heure actuelle, je n'avais pas encore de violoncelliste et pas de contrebassiste. Je les ai eus, je pense, au dernier moment. Je n'ai pas eu de clarinette non plus. Voilà. Et j'ai progressivement mes instrumentistes qui se rajoutaient. C'est une version que j'envoyais donc au responsable presse en lui disant voilà, comme tu le vois, il manque pas mal d'instruments, donc je mettais un petit peu des vignettes dans tous les coins. J'essayais de faire comprendre aux gens que ça pouvait, j'essayais de faire comprendre aux gens que j'avais besoin d'images, que j'avais besoin de matériel, et que le temps nous manquait. Alors, comment structurer sur Adobe Premiere une vidéo de mosaïque, sachant que je l'ai su, enfin, je ne l'ai pas su beaucoup plus tard, mais c'était très logique. En fait, j'ai travaillé sur des dalles en 4K, en ultra haute définition. Les gens m'envoyaient en gros, on va dire, au mieux de la Full HD, au pire du 380 pixels par, enfin, des choses extrêmement peu qualitatives. Et moi, je me disais que je n'avais pas du tout le temps et je devais construire au fur et à mesure, le plus vite possible. Mal m'en a pris, puisque mon ordinateur a commencé à souffler assez vite, surchargé de tous ces formats très différents. Ouais, Adobe Premiere a ses limites quand même, mais c'est quand même un peu légitime, et mon iMac aussi. Donc, il devait pédaler énormément pour montrer l'image qui était sur mon programme. Ce que je ne fais plus maintenant, quand je reçois des vidéos, je les conforme toutes en ProRes pour qu'il y ait moins de temps, moins de calcul de décompression possible. Et toutes au même format d'image, à savoir de la Full HD au mieux. Contrairement à Final Cut, où c'est vraiment très compliqué de pouvoir faire de la mosaïque, parce que Final Cut gère assez mal le côté géométrique des vidéos. Avec Adobe Premiere, j'allais dire, c'est vraiment un jeu d'enfant. Voilà.
Donc, ce que je peux faire, c'est vous montrer le projet. Donc là, je vais essayer d'activer le son quand même. Donc là, ce que vous voyez, c'est vraiment… alors, la vidéo était encapsulée dans un film global qui comportait les présentations de musiciens et puis le film musical en mosaïque. Donc, je vais peut-être mettre les matériels audio. Zoom device. Ouais, normalement, ça devrait fonctionner. Est-ce que vous entendez quelque chose? Maurice, est-ce que ça fonctionne? C'est parfait, Dimitri, merci. Génial, super. Donc, ce que vous voyez en vert, c'est vraiment la bande de mixage faite sur Pyramix. C'est vraiment la définitive. Et je n'ai pas nettoyé le projet, en fait. J'ai vraiment laissé au niveau audio, alors évidemment, tout est verrouillé hein, et muet. Mais comme c'était mon premier projet mosaïque, je ne tenais vraiment pas à effacer quoi que ce soit. Je pense que j'avais une obsession de me dire que si j'étais désynchronisé, le son allait m'aider et tout ça. Voilà, donc en fait, on voit vraiment la succession de toutes les pistes audio. Si j'ai déverrouillé, voilà, on voit vraiment, voilà. Donc tout est un petit peu dans le désordre. Hein. J'étais pas vraiment très organisé de ce côté-là. Quoique on reconnaît peut-être la caisse claire en vert et les interventions multicolores des différents instruments qui interviennent dans le morceau. Moi, j'utilise beaucoup la couleur. Ça me permet de pouvoir identifier rapidement les instruments. Parfois, je les associe à une couleur. Quand c'est du violon, je mets une espèce de marron bois. Voilà, j'essaie de me structurer là-dessus. Surtout qu'à la fin, comme vous pouvez le voir, il y avait quand même pas mal de monde. Et il y en avait de plus en plus. Donc là, je n'avais même pas fait d'imbrication. On part sur une mosaïque de 21 sur le tutti. Et je vais me remettre en solo. Alors, comment synchroniser tout ce beau monde? C'est voilà, on prend un point de synchro, que ce soit un archet, que ce soit… alors, les vents, c'est un peu plus difficile. Hein. Synchroniser un corps, si on n'a pas la piste son, c'est quand même assez compliqué. Pareil pour les clarinettes basses. On peut se repérer sur les doigtés des hautbois pour la synchro. La caisse claire, c'est assez facile. Il suffit de voir le mouvement des baguettes. Et les violons, on suit l'archet. Voilà. Donc, je prenais un point de synchro à chaque fois. Et puis, j'empilais donc mes images. Et ici, en haut à gauche, il y a donc la fenêtre d'options d'effets d'Adobe Premiere. Et c'est tout ce qui gère la géométrie, le ratio. Si je bouge, par exemple, voilà, je vois le clarinettiste qui augmente en taille. J'utilisais aussi des services des plugins de recadrage. Je ne le fais plus vraiment. Maintenant, j'utilise plutôt des masques pour définir un cadre et puis aussi pour faire des bordures colorées. Mais voilà, ce qui allait le plus rapidement pour le boléro, c'était de faire un recadrage. Alors, je ne savais pas aussi que recadrage, chaque plugin qu'on rajoute sur une image, eh ben, c'est du temps de process, donc c'est alourdir le processeur. Donc voilà, donc c'était assez lourd à la fin. Voilà. Hop. Et quand on passe sur la partie A35, en fait, on était dimanche soir, il était environ 22h et mon ordinateur tirait la tronche, il ne pouvait plus afficher quoi que ce soit, tout était saccadé. Et la seule manière de pouvoir lire le projet, on va dire à partir de la mosaïque A35, c'était de faire un rendu en ProRes et de le superposer par-dessus. Alors là, miraculeusement, l'ordinateur se trouve complètement allégé et on peut lire la mosaïque A35.
vous allez me dire, mais comment pouvoir rapidement et efficacement faire d'aussi belles mosaïques carrées j'allais vous dire, si vous n'avez pas un patron, ça ne marche pas. Parce que l'image est en 16/9, que nous ne sommes pas sur un multiple, on va dire, de 4, de 16 ou de 64. Non, on a un nombre de 35, donc c'est une espèce de nombre qui n'est pas multiple de ces chiffres-là. Donc, il fallait que j'ai un repère, une grille. Et donc, sur Photoshop, je me suis créé une grille en rouge. Et si je la mets en solo, voilà, j'ai ma grille en rouge et elle me permettait d'avoir un patron, on va dire, sur le nombre de musiciens à l'instant T que je voulais de tel instant, donc à savoir de 4,52 jusqu'à 5,36. Je dis voilà, je voulais 35 musiciens et je pouvais donc éborder chacune de mes images, superposer et synchroniser en suivant cette matrice. Même chose pour la fin. Voilà, j'avais aussi une grille. Alors là, j'ai pas ma grille. Je pense qu'elle doit être quelque part, peut-être. Ouais, j'avais des grilles, voilà, ici. Comme vous pouvez le voir dans le chutier, il y a des grilles de 4, de 5, de 6, de 8. Je m'étais fait une espèce de trousse à outils et jusqu'à une grille de 48. Mais je pense qu'on est. Ouais, si on y est. Voilà, jusqu'aux 10 dernières secondes de la fin, on est vraiment sur une grille de 48. Donc 6 x 8, quelque chose de vraiment totalement géométrique. Voilà. Et jusqu'à la fin. Et à la fin, effectivement, comme j'ai reçu assez tardivement un dernier percussionniste qui s'est rajouté, on le voit d'ailleurs ici en haut, Florent Jodelet, je ne pouvais pas pousser, on va dire, les bords ma construction était tellement géométrique que je ne voulais pas la casser. Donc, j'ai remplacé à la fin Didier par Florent Jodelet. Alors, je vais agrandir un petit peu la fenêtre et voilà. Alors, j'ai fait une petite astuce à la fin que, on va dire, il y a une personne ou deux qui l'ont vu, c'est que là, vous êtes sur une disposition d'orchestre, en fait. Voilà, donc vous avez ici Sarah Nemtanou qui est premier violon super soliste, donc qui est celle qui serait le plus près du chef. Raphaël Perrault qui est le violoncelle solo. Laurent Manopalas qui est violon 2 solo. L'alto solo ici, et tout se déploie. Vous avez les contrebasses qui, à l'Orchestre National, sont à gauche de la scène. Puis le rang de bois avec Hubert de Villèle au piccolo, les deux flûtes, au bois, les altos que j'ai casés ici dans ce coin-là. Derrière, le deuxième rang de bois avec les corps, clarinette, basson, trompette. Et puis encore une trompette, trombone, harpe et les percussions derrière. Voilà, donc on est sur une disposition qui est typiquement celle de l'orchestre symphonique classique. Voilà. Donc ce projet a été le premier, on l'a fait, on va dire, en 4 jours. J'ai rendu ma copie à 1h du matin. France Musique l'a posté à 9h le lendemain avec les annonces de presse. Et très vite, le compteur YouTube et Facebook est monté assez rapidement. Et ça a été assez vertigineux, même on ne s'attendait pas à un tel succès, à tel point qu'on a même rattrapé les instigateurs de la vidéo mosaïque, à savoir le Rotterdam Phil. Ils étaient sur un beau score de, on va dire, 1,5 million une semaine après. Et puis, on les a rattrapés il y a, on va dire, un mois. Ils sont à 2,8 millions avec leur 9e de Beethoven. Et nous, on est à 3 millions sur YouTube et 1,5 million sur Facebook. Voilà. Je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions, si vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à enclencher votre micro. Vous avez la possibilité de le faire et poser la question en direct.
ou l'écrire? Alors moi, j'en ai une toutefois, si tu permets. Moi, je trouve le son exceptionnel et c'est évidemment avec l'écoute sur un laptop ou sur un téléphone. Donc évidemment, le rendu aussi, je l'ai pas écouté maintenant sur quelque chose de qualitatif, mais évidemment sur la plateforme où il se trouve. Et sachant que ça a été enregistré avec des micros pourris et diffusé sur, enfin pourris, façon de parler. Et j'aimerais bien en savoir un tout petit peu plus. Comment étaient tes doutes peut-être au début et comment est-ce que tu l'as dit tout à l'heure, tu as fait certains prémix, donc j'imagine que tu l'as posté d'une manière ou d'une autre pour passer par les algorithmes de YouTube pour pouvoir un peu t'en faire l'idée. Est-ce que tu peux peut-être en dire un peu plus là-dessus? Alors moi, en fait, sur le process sonore, je me suis dit effectivement, on part avec un son de téléphone portable. Déjà, on part sur quelque chose qui n'est pas qualitatif, donc je ne vais pas me mettre la pression sur le mix. Je me suis dit, dès le départ, on va mélanger et on va voir ce que ça donne. Mais je m'attendais effectivement à quelque chose d'assez médiocre et catastrophique parce que voilà, c'était la logique des choses. Maintenant, c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai modélisé un petit peu le micro du téléphone portable. Il se comporte d'une certaine manière avec, par exemple, un instrument avant. Euh, pardon, sur un hautbois, une clarinette, c'est très étonnant le son qui peut sortir d'un téléphone portable. Alors, bien sûr, ça n'a rien à voir avec une perte DPA, ça n'a rien à voir avec un KM140. Mais on obtient quelque chose de propre et de tout à fait honnête pour le produit qu'on voulait en faire. Ça n'est pas vraiment le cas pour un instrument moins puissant, comme par exemple un violon. Moi, les cordes, c'est moi, le pire cas que j'ai eu, c'était quelqu'un qui joue dans une pièce réverbérante. Alors là, pour le coup, moi, là, c'était vraiment la catastrophe. Le téléphone portable ne peut rien y faire. Quand c'était une pièce plus petite, une contrebasse, voilà, il y avait un espèce de ratio aussi acoustique entre le son de l'instrument et la pièce dans laquelle on enregistrait. Donc après, c'était un petit peu qui tout double. Effectivement, le postulat de départ, c'est si on a des sources qui sont propres dès le départ, on obtiendra un mix le plus pur et le plus, on va dire, le plus net et le plus beau. Maintenant, c'est vrai que la façon dont les gens s'enregistraient, ça faisait un petit peu cabine de prise de son variété, sans évidemment l'isolation, la mousse et tout le traitement acoustique, mais ça faisait un petit peu enregistrement de musique de film ou enregistrement au clic de variété. Donc, il n'y avait pas de phénomène on va dire, les uns se gênent avec enfin, je veux dire, il n'y avait pas de redondance de son parce que chacun des sons était propre, donc il y avait une espèce de pureté comme ça qui rappelle beaucoup la musique de film, effectivement. Donc, effectivement, quand on a ce cas de figure, on a des timbres qui sont plutôt nets et c'est plus facile pour mixer. Et après, c'était le résultat par l'expérience. Savoir que c'est vrai que Pyramix, moi, je l'utilise depuis plus de 10 ans. Je l'ai utilisé pour tout et n'importe quoi. Là, je rends grâce au moteur audio qui est quand même assez extraordinaire, puisque effectivement, le Boléro, ça a été un coup d'essai, mais la valse de Shosta à 60, là, j'ai passé 12 heures de montage, tout était découpé façon timbre-poste. J'ai pas un musicien qui m'a fait une remarque. Personne ne m'a fait une remarque artistique parce que tout était même plus vrai que nature. Ça devenait même une espèce de chimère. Mais c'était important de pousser le bouchon le plus loin possible, de pousser le qualitatif le plus loin possible, pour se dire déjà qu'on l'a fait, que c'est possible. Et puis pour moi, c'était aussi un challenge personnel. Mais voilà, le résultat, c'était un petit peu de traitement audio avec de l'égalisation, une altiverbe, ça c'est obligatoire pour pouvoir modéliser un brick wall parce qu'il n'y a pas d'acoustique et il fallait ça. Et puis une 480, moi j'aime beaucoup la 480 en réverbération, en longue réverbération, en large hall. Et sinon, c'était que de la correction et essayer avec aussi une correction sur le master pour obtenir le plus de basses possible. Parce que le téléphone portable, c'est quand même optimisé pour la voix parlée, donc autour des 1 kg. Et c'est justement ce que moi, j'essayais de gommer.
voilà. Et au final, on obtient quelque chose de finalement assez bien. Et si tu m'autorises, Dimitri, à rajouter quelque chose, je dirais que J'écoute. plus il y a d'instruments, plus ça devient propre le son, en fait, surtout pour les violons. Un violon, forcément, s'il est pas, la micro pas bon, la pièce pas bonne, c'est pas mortel. À partir de 2, 3, 4, 5, 10, on commence à avoir une homogénéité qui se fait et qui a un peu un effet de masque et qui permet d'avoir un son qui commence à être plutôt bien. Et moi, je suis comme toi, j'ai été ultra surpris de ce qu'on pouvait avoir avec des téléphones qui ont des fois Ouais. pris l'eau, qui étaient dans une pièce mauvaise, des enfants qui crient derrière ou quoi que ce soit. Et plus il y en a, plus c'était simple. C'est vrai que la démonstration de l'effet de masse sur les cordes, moi, ça a été, parce que la base de Shostakovich, j'ai commencé par les cordes. Mon premier violon, il y en avait 10, puis le deuxième violon, il y en avait 10, puis empiler ces masses de sons, en fait, c'était quelque chose de complètement irréel parce que même, effectivement, on avait une hétérogénéité de chaque source en fonction du téléphone, de plein de choses, mais d'additionner tout ça, on avait un bloc qui était, c'était bluffant, quoi. C'était vraiment bluffant. On peut faire une remarque sur ça, c'est que les défauts que le téléphone portable rajouterait sont proches des défauts qu'une salle, une acoustique et tout ce qu'elle contient, les objets, apporteraient sous forme de distorsion, d'intermodulation, de modulation de fréquence. Parce que dans une grande salle de concert, quand on enregistre un instrument en solo, c'est très différent d'une masse orchestrale vertigineuse qui joue en même temps. Et on a ces déformations-là, peut-être modélisées sans le vouloir, par les défauts de l'enregistrement du téléphone portable. Enfin, je pense à ça. C'est ça. Et ouais, j'ai beaucoup réfléchi un petit peu sur la manière dont cette espèce de chose d'iPhone ou Samsung se comportait. Alors, c'est quelque chose qui nous est un petit peu inconnu, mais qu'on apprend avec l'expérience de ce qu'on récupère surtout. Et oui, c'est ça. On est à peu près ça. Moi, ça me faisait beaucoup penser à des micros, des années 50, des vieilles prises de son où il n'y avait pas de réverbération, justement, avec ce côté extrêmement compressé, où on n'est pas sur de l'électrostatique moderne, on est sur quelque chose de complètement un peu loufoque, qu'on n'a pas l'habitude, enfin moi, que j'ai pas l'habitude d'utiliser. J'ai encore une question aussi. Cette fois-ci, le positionnement du téléphone, sachant que tu prends l'image, donc j'imagine que tu as peut-être mis un petit protocole en place, comment les gens devaient se cadrer le mieux possible. Mais est-ce que tu as, en fonction de l'instrument, demandé d'être plutôt à 1 mètre, d'autres plutôt à 2 mètres, plutôt de 3 mètres, ou finalement tu as juste proposé un cadrage, sachant que ça va être plutôt homogène d'un instrument à l'autre? Sans parler de la salle, évidemment, qui, elle, peut changer. Alors, effectivement, moi, je n'ai pas parlé au début, mais j'ai une expérience, on va dire, très personnelle et bénévole des vidéos d'anniversaire et de célébration de cérémonie, de ce qu'on appelle le lip dub. Donc, sur une chanson, des gens vont se filmer en train de chanter la chanson et j'ai fait pas mal de montages comme ça. Et donc, j'étais déjà dans la recherche d'un protocole pour dire à des gens qui ne sont pas professionnels et qui sont vraiment des kidams qui ne disposent qu'un téléphone portable, quelles sont les règles principales à suivre? À savoir déjà, pas de vidéo verticale. La vidéo, ça se filme en horizontal. Et pour illustrer justement et pour répondre à ta question, je voudrais partager ce petit document que j'ai créé et qui est assez rigolo. Voilà, il n'y a pas besoin de son d'ailleurs, il n'y a que de l'image. Voilà. Donc, j'avais écrit ça dans le modèle de ce que le gouvernement français avait préconisé pour les institutions publiques. Et donc, j'avais fait cette espèce de fascicule que j'avais demandé de faire envoyer à tous les musiciens qui étaient susceptibles de jouer le boléro de Ravel. Et voilà, en 4 points, comment pouvoir enregistrer de façon simple, sans se noyer dans un verre d'eau. Voilà. Donc, effectivement, le problème du positionnement, c'était poser le téléphone portable, ne pas être à contre-jour, si possible une lumière naturelle, puisque le téléphone portable, c'est quand même un petit capteur. Donc, en lumière naturelle du soleil, ça marche très bien. Dès qu'on commence à être dans l'obscurité, ça devient une catastrophe. Voilà, donc c'était plus un positionnement aussi par rapport au cadre.
J'ai pas compliqué la chose en me disant voilà, rajouter un micro, le micro du kit main libre pour que ce soit plus près de l'instrument. Je dis non, là ça risque d'être un petit peu trop compliqué pour les gens qui sont déjà de bonne volonté. Donc j'avais écrit ces petites choses et je pense que ça a fonctionné. J'avais une question. Oui. En rapport à la gestion de la mosaïque, la gestion des images. À un moment donné, le processeur souffrait un peu. Il y a eu donc je ne me souviens plus du procédé que vous avez utilisé pour soulager le processeur. Oui, alors absolument. En fait, donc le processeur graphique d'affichage, sinon là on parle vraiment d'affichage, hein, pas de calcul de rendu, mais d'affichage. Mon ordinateur n'est qu'un iMac 27 qui coûte un petit prix, mais par rapport à des iMac Pro qui ont de beaucoup plus grosses capacités, c'était un petit peu limite pour lui faire afficher, on va dire 35 flux découpés en petites lucarnes avec des codecs différents et même des formats différents. Il y a un moment où l'affichage commençait vraiment à être limite. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé de faire un rendu sur Adobe Premiere. Donc, j'ai mis une poignée au début de la zone et à la fin. Et je lui ai dit, voilà, tu vas me calculer cette vidéo toute seule en ProRes, donc le format Apple qui est le moins compressé possible pour que justement le mécanisme de décompression à la lecture soit le moindre possible. Et voilà, et ça a marché. Ça décharge, on va dire, le moteur graphique d'affichage. Et c'est une méthode d'ailleurs que j'applique toujours maintenant. Quand ça commence un petit peu à ramer, je fais des multiples rendus en ProRes successifs par section. Et puis après, si c'est mise à jour, je réécrase par-dessus. Voilà, je fais dans mon chutier un dossier spécifique au rendu, au pré-rendu, et je les numérote. Je fais par ordre alphabétique, par exemple des sections A, section B, section C. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'imbrique beaucoup aussi. Adobe Premiere, sa grande force, c'est aussi d'imbriquer les séquences. Et ça, forcément, mais je remercie celui qui a inventé l'imbrication de séquences parce que j'ai pu faire des vidéos. Le Boléro, c'était plutôt facile, mais je suis arrivé jusqu'à des imbrications de 3, 4, 5 imbrications. J'ai introduit les mouvements aussi, les mouvements de zoom, les mouvements de déplacement latéraux, enfin des mouvements même de cisaillement, des choses extrêmement complexes. Et c'est vrai que sans imbrication, c'est très difficile, voire impossible de faire tout ça. Et l'imbrication, jusqu'à un certain point, elle allège aussi un petit peu le traitement graphique. Merci. Il y a une question écrite de Damien sur l'outil Conversation. Vous gérez la balance de la même façon que pour un orchestre symphonique en live. Est-ce du mixage stéréo ou bien plus élaboré? Alors oui, exactement, oui. En fait, moi j'ai des méthodologies un peu réflexes. Et c'est vrai que moi j'ai l'habitude de mixer un orchestre symphonique comme on m'a, entre guillemets, appris à la radio. J'ai fait des projets multipistes sur Pyramix, j'en ai fait peut-être des centaines. Et on a toujours cette méthodologie de l'ordre des pistes. Et c'est vrai que quand on ordonne bien ces classes d'instruments sur un multipiste, eh bien, on le fait naturellement sur une console. Donc, j'ai commencé par grouper les cordes. Je n'avais pas de couple. Là, il n'y a pas de couple, il n'y a pas d'instruments d'ensemble, de micro d'ensemble, de micro d'ambiance. Donc, je suis directement passé par la case classe d'instruments et j'ai groupé d'abord mes cordes, puis les bois, puis les instruments comme la harpe, les cuivres, corps, trompette, trombone, voilà. Et puis les percussions. Et puis, en fait, ce qui est très bizarre, c'est que j'ai même pas eu recours à l'automation. J'ai plutôt eu recours aux courbes de niveau quand j'avais vraiment besoin de faire des inflexions, mais je n'utilisais pas ni les VCA ni la courbe d'automation. En fait, ça se mixait tellement tout seul naturellement que j'essayais plutôt
pour des problèmes de calcul aussi sur la base de Shosta. Il y a un moment où l'ordinateur commençait un petit peu à peiner aussi, même avec 60 pistes, mais c'était pas 60 pistes sur des formats Pyramix PMF, c'était du multi-wave non consolidé. Donc, effectivement, il y a un moment où les accès fichiers c'était très compliqué. Ça devenait très compliqué. En plus, découpé en petits morceaux toutes les 1 à 2 secondes. Donc, la lecture marchait quand même, fonctionnait quand même, mais un petit peu moins réactive que si on lit un multipiste de 64, par exemple. Bien, d'autres questions? Alors moi, j'en ai encore une, mais au fait, ça reprend un petit peu la question de la personne qui l'a posée par chat. C'est au niveau du panoramique. Est-ce que tu t'es posé la question de positionner les instruments comme tu le fais d'habitude avec un orchestre devant toi, enfin, comme tu l'expliquais d'ailleurs avec la mosaïque, donc de le faire le panoramique audio de la même manière, ou est-ce que tu t'es aussi posé la question, je pourrais finalement le modifier et pourquoi pas aussi, si je comprends bien la question, le faire en stéréo ou en le faire en autre chose. Alors, ce serait du binaural si on parle de YouTube. Bien sûr, sans problème. Ah oui, tout est possible. On est dans un produit qui, on va dire, se détache complètement de l'espace de scène naturel d'un orchestre. Donc là, on peut imaginer quelque chose même qui soit complètement périphérique et l'auditeur plongé au cœur du mixage. Moi, le point de vue que j'ai pris pour mixer tout ça, c'était, on va dire, un point de vue traditionnel. C'est un point de vue d'écoute assez traditionnel. Donc, je ne me suis pas vraiment amusé à panoramiquer de façon extrêmement exagérée, sachant que je n'ai mixé pour le Boléro de Ravel que les premières 1 minute 30. Donc, je n'avais au maximum que 21 instrumentistes qui se succédaient. Donc, on est toujours dans une position, on va dire, de soliste ou d'alliage de timbres de 2 solistes, 3 solistes, avec des accompagnements de contrebasse, de pistes de cordes ou des instruments, on va dire, annexes. Mais je structurais mon mix en respectant l'orchestration de Maurice Ravel, à savoir, les instruments solistes sont devant. Quand il y en a 2, on panoramique, mais on essaie de ne pas faire trop de gauche-droite. Et quand il est soliste, on met droit devant. Après, moi, j'ai le problème des sources du téléphone portable, et j'en ai pas parlé, mais c'est le côté mono. On est sur quelque chose de profondément mono. Donc, sur le Boléro de Ravel, j'ai fait comme j'ai pu en faisant du panoramique. Après, j'ai eu d'autres cas de figure où, par exemple, j'ai dû faire un quintet avec piano. Et un quintet avec piano en mono, c'est la misère. Donc, j'ai dû revoir ma copie et et plonger dans mes lointains souvenirs de mix à l'INA ou ailleurs en me disant « Ah oui, mais on peut transformer une source mono en stéréo en lui appliquant un délai et en l'écartant les panoramiques. Par contre, il faut créer une fausse stéréo. Et là, par contre, ça marche. C'est formidable parce qu'on peut vraiment faire des choses assez bluffantes. J'ai même essayé le plugin de Jean-Daniel Noir, c'est ça alors là, je l'ai essayé. Je l'ai essayé, ça marchait sur 1, 2 sources. Quand la source commençait à être vraiment dégradée, en fait, parce que ça marche par un système de phase, là, ça commençait un petit peu, il n'y avait pas assez d'informations, c'était trop compressé, trop dégradé. Je commençais à avoir des oppos de phase, des espèces de filtrage absolument épouvantable à écouter à l'oreille. Donc, on va dire que j'ai abandonné. Je suis resté sur des solutions où, dans un petit nombre d'instrumentistes, on va dire maximum 5 à 6, je transformais ma source mono en stéréo. Je mettais des informations de phase et je décalais, on va dire, je sais pas, de 7 à 8 millisecondes pour justement avoir cet effet d'écartement. Et puis, je panoramiquais les instruments. Ça permettait d'éviter d'avoir une espèce de monosource comme ça qui se déploie comme un éventail. C'était beaucoup plus intéressant. Bien, merci beaucoup. Nous allons peut-être passer à l'autre sujet. Dimitri, merci infiniment d'avoir fait cette présentation extrêmement instructive sur le plan méthodologique, musical aussi. Je dois accueillir Maurice Angler de la société Merging Technology, il y a les 2 noms.
Maurice est un grand pilier de ces colloques depuis le début. On discute en premier avec lui des sujets choisis. Il est très impliqué. Et la société qu'il représente est encore plus impliquée dans la technologie très moderne des réseaux, de l'enregistrement multipiste haut de gamme avec Pyramix. Et c'est ce qu'il va nous expliquer. Alors, je laisse la parole à mon ami Maurice et je lui réitère le plaisir de le recevoir dans le cadre de ce colloque biannuel. Merci beaucoup, Philippe. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite partager mon écran ici. Donc, l'idée, c'est que ce que j'ai envie de vous montrer, c'est quelque chose d'assez simple. Mais c'est quelque chose un peu de tourner à l'envers un peu la manière dont on a l'habitude de travailler, en tout cas la plupart des gens aujourd'hui. Alors, Dimitri nous a fait une super présentation dans ce qui est une super expérience dans ce qui est le monde de la musique classique, mais ça peut s'appliquer vraiment à plein de types musicaux. Et moi, ce que j'ai envie de vous montrer ici, c'est l'idée justement de quelle manière on peut rendre Pyramix malléable pour justement s'imaginer qu'on a plusieurs prises, plusieurs instrumentistes et de devoir choisir des prises et de devoir les coller à l'intérieur de multipistes. Et donc, j'ai choisi de vous montrer ce qu'on appelle ici le source et destination. Donc, c'est un peu un bricolage que j'ai fait. Hein. C'est pas une vraie séance. J'ai extrait des choses d'une séance en multipiste existante pour pouvoir pour l'exercice ici. Donc pour vous expliquer ce que vous avez devant vous, on a ici un bed 5.1. Donc ça pourrait être un prémix par exemple. Ça pourrait être l'enregistrement d'un orchestre, mais ça pourrait aussi être un prémix fait par des téléphones portables et même mixé en 5.1 ou en stéréo si on veut. Mais là je l'ai fait en 5.1. Et ici, on a nos deux solistes, d'accord, qui sont des micros mono. Et là, en dessous, j'ai un bed en stéréo, cette fois-ci. Et ça, je l'écoute. Donc, j'en fais une lecture ici. Et cette lecture, elle passe dans le mixeur. Donc, j'ai une piste 5.1, j'ai mes deux pistes mono. Et ensuite, j'ai une piste stéréo et un bout de reverb. Et à droite, j'ai trois sorties. Une stéréo qui s'appelle Satéréo, faute de frappe. Un mix 5.1 et un mix 9.4 plus 4. Donc, le nouveau Dolby, Atmos Home, etc. Donc, ça, je peux modifier. Hein, je vais pas revenir sur les capacités de gestion de bus dans Pyramix, en tout cas pas maintenant. Et là, je vais l'agrandir un petit peu et vous montrer ce que j'ai en dessous. Donc, j'ai ici, au fait, mon mix de mes deux solistes que j'ai reçus de manière indépendante. Et moi, maintenant, quand j'ai plusieurs prises du même soliste, du même morceau, du même passage, je vais devoir faire des choix. Mais pour faire ces choix, je dois l'entendre dans le multipiste complet. Alors, je l'ai forcément réduit beaucoup pour des questions de visualisation de présentation, pour qu'on voie, qu'on arrive à comprendre ce que c'est. Mais ces deux pistes, ça pourrait être 25 pistes, ça pourrait être 42 pistes, enfin, peu importe. Hein, mais là, je l'ai fait juste sur deux pistes mono pour qu'on se rende compte et qu'on arrive à le visualiser. Et donc, j'ai ici ce qu'on appelle ma destination, c'est-à-dire mon master que je suis en train de construire. Et là, j'aurai ma source 1. Et lorsque je fais ma lecture de ma source 1, j'entends cette prise-là avec la sommation de cette partie-là. Pourquoi? Parce que mon mixeur, lui, est connecté toujours en fonction de ce qu'il joue. C'est-à-dire que si je clique, enfin, si je vais toucher ma destination ici, vous voyez qu'automatiquement, mes deux pistes ici se démutent, donc j'entends cette partie-là, et lorsque je vais aller ici, c'est ces deux pistes qui vont se démuter, et j'entends cette partie-là. Et de la même chose avec ma troisième prise et ma quatrième prise, d'accord? J'ai volontairement changé des couleurs aussi, parce que maintenant, on va voir qu'on va mettre un point d'entrée, donc ça devient très musical comme montage, et cette fois-ci, ça, c'est une autre flexibilité dans Pyramix. Je vais pouvoir mettre ça en tout petit, comme ceci. Je veux voir 8 pistes. Comme ça, je vois vraiment que les pistes qui m'intéressent, que je dois éviter, et pas le reste. Alors, vous voyez, j'ai un petit œil ici. C'est parce que j'ai activé ce petit œil qu'elles ne se cachent pas, ces pistes. Elles sont toujours présentes.
Et donc maintenant, ça c'est ma destination, entre guillemets, c'est ma meilleure prise qui se trouve ici. Et ici, je vais pouvoir choisir ce que je veux de la partie de dessous. Alors, dans Pyramix, on n'est pas obligatoirement, il n'est pas nécessairement obligatoire de travailler avec cette manière de fonctionner, mais j'ai des gates. Et ces gates, ça me donne mon point d'entrée et de sortie. Donc, je vais le choisir ici maintenant. Voilà. Alors, je peux le mettre, pardon, j'ai lu du mauvais côté, voilà. Là, j'ai mis mon point d'entrée. Je peux le mettre avec un raccourci clavier ou avec une souris, ou évidemment, je peux le mettre, même mettre aussi visuellement si je veux. Hein. C'est comme je veux, c'est extrêmement libre. Et ensuite, je mets mon point de sortie. Alors, je suis pas obligé d'en mettre un, mais je vais en mettre un pour l'exercice, ce sera plus simple. Et maintenant, cette partie, j'aimerais simplement la mettre à cet endroit en haut. Alors là, je me dis, là aussi, bon, j'ai pris un peu de décalage, je vais le remettre un peu en arrière. Et à cet endroit, il va me dire la sortie se trouve ici. Et je fais un overwrite. Donc maintenant, il y a cette partie-là qui est venue se greffer là en haut. Et là, je le répète, j'ai 2 pistes mono, mais ça pourrait être évidemment 25 pistes mono ou 55 pistes mono ou combien je veux. À ce moment-là, ici, évidemment, j'ai une coupe. Et si je vais l'écouter, j'ai quelque chose qui fonctionne plus ou moins, mais évidemment que je peux toujours encore ajuster et modifier avec des fonctionnalités d'édition qui sont ce qu'elles sont dans Pyramix, c'est-à-dire que je peux un peu tout faire ce que je veux. Et ce qui est super intéressant, c'est que je peux me dire, OK, ça c'est ma prise 1 qui fonctionne bien, mais par contre, à la fin de cette prise 1, j'avais pris une note ici comme quoi il y a une erreur, voilà, un marqueur, et je peux maintenant prendre la partie qui se trouve, par exemple, ici, sur cette fois-ci, ma take 2, d'accord? Et je peux me dire qu'à partir de cet endroit-là, j'ai mis mon gate ici, à partir de cet endroit-là, je veux remplacer et je veux prendre, cette fois-ci, ma take 2 qui va, on voit maintenant les couleurs de ce qui provient de où. Ça, c'était ma prise générale, on va dire, c'était ma prise qui vient de là en bas, de mon source 1, hein, et celui-là qui vient de mon source 2. Et ainsi de suite, je peux construire et constituer mes différentes choses en allant très vite écouter les différences d'une prise à l'autre et en pouvant constituer mon master. Et là, tout d'un coup, parce que ce qui est évident, c'est qu'à partir du moment que je vais ajouter des prises qui ont été faites, pour reprendre l'exemple de Dimitri, avec des téléphones, je vais devoir les comparer tout le temps pour voir déjà si rythmiquement elles sont justes, si le tuning est juste, et après, si le placement est juste et le rythme est juste. Alors, c'est là qui c'est assez intéressant aussi, c'est que vous vous souvenez tout à l'heure ce qu'on disait par rapport à ce que certains téléphones sur la durée, on va sentir que soit parce qu'il y a un problème de clock ou d'horloge au fait dans les téléphones, vu qu'il n'y a pas d'horloge. Donc, même si c'est les mêmes téléphones, il y a une forme de tolérance. Donc, on peut très fortement s'imaginer que sur 3 minutes ou 4 minutes, l'enregistrement de la même marque de téléphone, du même modèle, mais de 2 unités différentes, ne vont pas enregistrer à la même vitesse, vu qu'ils ne sont pas synchronisés. Et donc, à ce moment-là, je peux faire aussi un insert, si je refais ce que j'ai fait tout à l'heure, je peux faire aussi un insert ici, par exemple, voilà, mais au lieu de le faire de la même durée que sa source originelle, je peux lui dire cette fois-ci, je l'aimerais faire de cette durée-là, et à ce moment-là, alors bon, je vais aller chercher dans les menus parce que je les connais, mais pardon, source et destination, mais cette fois-ci, je vais lui dire fit source to destination, c'est-à-dire qu'il va prendre la source dans la destination et il va le mettre à cet endroit et faire un stretch ou donc l'allonger ou la raccourcir de X%, parce que je lui demande, bah là, l'original n'est pas de la même durée que le reste. Donc, dans ce cas-là, Pyramix a une manière de fonctionner qui est extrêmement agréable pour faire ce genre d'édition. Ce que j'aimerais aussi juste montrer, donc on a une manière de pouvoir zoomer qui est complètement différente entre ma destination, ma source 1, ma source 2 et ma source 3. Je me suis arrêté à source 3, hein, mais je peux aller beaucoup plus loin et faire une quantité, entre guillemets, illimitée du nombre de sources. Et surtout, quand je vais écouter,
je vais pouvoir passer d'une source à l'autre sans aucun problème, vu que je vais jouer cette partie-là, ou cette partie-là, ou cette partie-là, toujours avec ce que je retrouve sur ma destination ici, c'est-à-dire mon 5.1 et mon master. Donc, vous voyez la flexibilité et le genre de choses qu'on peut faire qui sont assez intéressantes. Pour venir par rapport à la qualité de sommation que j'ai dans Pyramix, je vais juste aller un tout petit peu plus loin. C'est que ici, donc, je me répète, j'ai un 5.1, une piste 5.1, j'ai ma piste mono 1, ma piste mono 2 et mon prémix en stéréo que je vais plus utiliser parce que je vais faire un mix final. Et ici, mon auxiliaire avec une petite reverb de flux. Ça pourrait être évidemment autre chose, une altiverbe ou quelque chose qui se trouve ici. Et ensuite, ici, j'ai mes 3 sorties. Donc, j'envoie tout le monde. J'ai volontairement mis des couleurs. J'envoie tout le monde dans ces différentes couleurs. Pourquoi? Parce que j'aimerais faire une sortie simultanée ou du moins utiliser les mêmes ressources et de pouvoir les écouter aussi ensemble. Donc, j'ai ma section de monitoring qui me permet d'écouter donc le mix 9.4 plus 4, le mix 5.1 et le mix stéréo. Et là, c'est ce que j'envoie dans la reverb. D'accord? Alors ça, c'est ma section de monitoring, très bien. Et maintenant, j'ai mes sorties qui se trouvent ici. Je dois déplacer le zoom qui se trouve là. Et j'ai ici à droite parce que ça, c'est aussi important, je vais fermer mon mixeur pour l'instant. J'ai ici, au fait, mes métadonnées. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait tout mon montage final, alors là, je parle pas d'une vidéo type YouTube, mais peut-être plutôt d'un fichier final parce que j'aurais enregistré quelque chose et que je voudrais le publier avec des métadonnées 100 ans. Donc là, j'ai mis mes marqueurs de pistes. Ceci, c'est des marqueurs qui vont définir les numéros et les noms de morceaux que j'aurais indiqués ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail, j'avais expliqué ça une autre fois lors d'un colloque aussi, mais c'est là que je lui donne les noms du morceau, du titre, du compositeur, de la compositrice, des interprètes, etc. Et c'est à ce moment-là que ici, je vais ensuite lui dire « Generate Master ». Et c'est là que je vais lui dire que je veux faire, par exemple, une version stéréo ou une version 9.4 plus 4, par exemple, si je dois faire un export immersif ou alors un 5.1. Alors, je pourrais faire aussi une sortie binaurale si j'avais un immersif avec un binauraliseur sur mon mixeur, ce que j'ai pas fait pour l'instant. J'ai une session ici en 48 kHz, mais qui pourrait être en quelque chose d'autre, et je vais faire un downmix, donc un bounce de ça avec les métadonnées dans le format le plus haut possible dans lequel je suis. Je suis ici pour l'exemple pour pouvoir le connecter sur Zoom en 48 kHz, mais j'aurais très bien pu être en 96 et le faire en 96 ou en 192. Et là, je fais un digital release en PCM que je nomme, que je dis un endroit où je le fais, et surtout, je vais pouvoir extraire, suite à ça, un nombre de fichiers FLAC, MP3, de différents formats, en une fois, sans devoir m'en occuper par la suite directement de mon master. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux faire évidemment, le MP3 ne supporte pas le 5.1, donc il va me dire ça, c'est une incohérence, je ne peux pas le faire. Donc, je vais pouvoir directement faire différents formats de fichiers d'une part et différents formats aussi au niveau stéréo 5.1 ou multicanal à ce niveau-là que je pourrais exporter comme je veux. Donc, ça, c'est pour vous montrer justement que d'une manière très simple et très basique, que Pyramix peut vous permettre, je reviens sur mon écran, peut vous permettre de faire une production qualitative au niveau de sommation et extrêmement flexible au niveau édition pour pouvoir placer des éléments avec cette méthodologie de source et destination comme je l'ai montré, ou de manière plus traditionnelle, simplement en ayant les blocs dessus les uns sur les autres. L'avantage du source et destination, ça vous permet vraiment auditivement de comparer des choses, surtout si on a enregistré des choses, par exemple, sous forme d'interprétation, sur un solo, une impro ou quelque chose où vraiment c'est pas la partition qui va nous guider, mais c'est vraiment ce qu'on entend et ce qui va s'intégrer dans le reste qui va nous guider. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais montrer sur Pyramix. Si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. En termes de ressources CPU, par rapport aux autres logiciels, est-ce que Pyramix consomme beaucoup? Est-ce qu'il est très optimisé? Est-ce qu'il peut lire 128 fichiers à 192 en 32 bits flottants, etc. Parle-nous de cette optimisation remarquable de Pyramix.
Alors, c'est évidemment un sujet. C'est très difficile à définir vraiment ce qu'on appelle en anglais un framework, c'est-à-dire quelque chose qui va marcher à tous les coups. Mais ce qu'il faut comprendre sur Pyramix, c'est qu'il y a deux moteurs, si on veut. Il y en a un en natif qui va utiliser le processeur à disposition avec une plateforme, un système opérationnel donc de Windows, et donc qui va devoir partager avec Windows, avec éventuellement les autres logiciels qui tournent, ce que le processeur permet. Et donc Windows va gérer ce processeur. Et donc forcément, pour un travail par exemple d'édition, pour un travail de mixage même, c'est quelque chose qui fonctionne parfaitement parce que si tout d'un coup on a plus de ressources parce qu'on fait autre chose en même temps ou l'ordinateur mouline quelque chose derrière, ben on peut s'arrêter, on peut allouer de nouveau de la ressource à Pyramix parce que on a arrêté le process. Par contre, pour des choses critiques, par exemple qui sont live, où on est en direct, où on doit faire quelque chose soit en enregistrement et en playback en direct, donc on peut pas s'arrêter, on peut pas s'interrompre. Là, on a un outil qui s'appelle Mascore, donc il y a un engine qui va réserver des cœurs du CPU que Windows ne voit même pas et sur lequel on va faire un processus en temps réel. Et ça implique, ça se fait pas sur un laptop, ça implique une machine un peu plus importante avec du hardware spécifique. Et là, si on utilise ce genre d'outil, on va jusqu'à 384 entrées et sorties en 48 kHz. Et si on monte en fréquence d'échantillonnage, on divise par 2. Donc, on est grosso modo à un peu en dessous de 200, à 176, je crois, entrées-sorties en 96 kHz, et ainsi de suite. Ce qui est important à comprendre, c'est que pour revenir aux versions natives, on est limité à 128 entrées-sorties simultanées en AFS, donc entre 44 et 48 kHz, mais à l'intérieur, le playback est beaucoup plus dense à ce niveau-là, et donc on peut faire 200 playbacks si on a envie, si toutefois l'ordinateur le supporte. Alors, il est quand même important, mais ça, c'est la même chose pour toute workstation, il est quand même important, à partir du moment que ça devient un outil professionnel avec lequel on travaille, de setter Windows pour donner des priorités d'accès à ce processeur vis-à-vis de Pyramix. Mais effectivement, avec un i7 classique aujourd'hui sur un laptop, on arrive à faire un nombre de pistes assez important avec Pyramix et ça soutient quelque chose qui est plutôt impressionnant au niveau du processeur. On a encore intégré certaines comment dire, amélioré nos fonctionnalités qui sont assez intéressantes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que alors on n'est pas obligé, hein, Merging fait du hardware aussi, mais on utilise le réseau AE67, donc ce qui permet, avec le driver, un driver qui permet d'avoir des flux audio sur de l'AE67, ce qui permettrait de déporter éventuellement aussi certaines fonctionnalités comme la sommation pour du monitoring ou des choses comme ça, qui pourraient se faire dans un des outils hardware. Mais ça, c'est du scaling à ce niveau-là. Hein. Mais sur Pyramix en soi, on arrive vraiment à travailler. En tout cas, le travail qu'a fait Dimitri, par exemple, pour reprendre ce qui était la présentation de ce colloque, se fait parfaitement sur un système natif et il y a aucun changement de qualité de sommation, qu'on soit sur un système natif ou qu'on soit sur un système Mascore, pour reprendre la version DSP. D'accord, merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous préconisez plus un système multicœur ou alors un système avec moins de cœurs mais qui tourne plus vite, le Turbo Boost par exemple? Parce que il y a un choix énorme de multiprocesseurs aujourd'hui. On parle du i7, mais il y a le i9 qui est là et bientôt d'autres systèmes. Alors, quels sont les conseils en gros qu'il faut choisir dans un cas idéal? Alors, dans un cas idéal, si on se repositionne de nouveau, par exemple, sur ce qu'on vient d'écouter et ce qu'on vient de faire, un multicœur va parfaitement fonctionner parce qu'il y a une ActiveVerb ou plusieurs, il y a plusieurs plugins, etc. Donc, tout ça, ça va le faire. Néanmoins, ce qui est pas le cas dans cette application type enregistrement pour YouTube, en confinement, etc. Si toutefois on décide, ce qu'on peut faire avec Pyramix, de travailler au-delà du PCM, c'est-à-dire de travailler en DSD,
Nous supportons le DSD 256. Et donc, ce qui veut dire, pour ceux qui ne le connaissent pas, on sort du signal lossless dans l'idée qu'on a une résolution, donc du 16 bits, du 24 bits, du 32 bits, etc. Mais on va dans quelque chose, dans un format de fichier qui a 1 bit. Donc, mais par contre, il y a une fréquence d'échantillonnage. Aujourd'hui, on est à 256 fois 44.1. Donc, on est à quelque chose de mémoire 11,2 MHz, je crois, de fréquence d'échantillonnage à 1 bit. Ça, c'est le DSD 256. Et alors, je vais pas rentrer dans les détails maintenant, c'est ni l'endroit ni le propos, et ce serait un peu long. Mais dans l'idée, c'est que plus on va monter en fréquence d'échantillonnage, plus on va avoir des transients qui vont être disponibles dans les fréquences au-delà de ce qu'on entend. Alors, il y a beaucoup de gens qui rigolent quand ils entendent ça, mais pour être très clair, c'est si on a un spectrogramme, on voit très bien avec le classique, c'est une percussion, un coup de Kessler par exemple, on voit qu'au-delà de 20 kHz, on a des transients. Et ces transients, si on a un procédé digital qui coupe à 20 kHz, bah, ces transients, on les a plus. Ou qui coupe à un peu plus haut si on a un 96 kHz, mais plus on monte en fréquence d'échantillonnage, plus ces fréquences qu'on n'entend pas, en tout cas physiquement, seront disponibles, mais elles font partie du son et donc elles font partie de sa définition de précision et de sa distorsion harmonique éventuelle, vu qu'on enlève ces transients. Et donc, c'est un son, le DSD, qui ressemble étonnamment à l'analogique. Et quand je dis étonnamment, c'est pour ainsi dire de l'analogique. Donc, avec ce genre de procédé, parce que certaines personnes travaillent en DSD, à ce moment-là, on va plutôt privilégier une machine qui n'est pas multicœur, et donc parce qu'elle est capable d'ingérer, donc d'enregistrer, hein, dans la notion d'enregistrement, et de lire des flux très importants d'audio. Maurice, on fait une conclusion? Avec plaisir. J'aimerais déjà, comme d'habitude, te remercier toi, remercier la SAE pour co-organiser ces colloques parce qu'ils sont toujours intéressants. C'était le premier qui était virtuel. On va voir si dans 6 mois on se revoit à Paris ou si ça restera virtuel. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir en réel dans ce bel auditorium à la SAE. Et merci surtout à Dimitri d'avoir pris son temps de nous faire cette présentation et partager son expérience sur ses productions. Et ce qui serait, enfin, peut-être à toi, Dimitri, de nous dire un peu finalement, avec tes expériences qui ont déjà beaucoup évolué entre la première qui était le Ravel et le Shostakovich et les autres ensuite, finalement, quel serait pour toi, si on devait, évidemment qu'on ne souhaite pas, mais si on devait faire des productions dans le confinement sur le plus long terme, quel est aujourd'hui le moyen de production qui te manque? Qu'est-ce que tu penses qui serait technologiquement utile pour pouvoir faire un vrai travail d'enregistrement multipiste? Alors, je vais juste revenir un petit peu sur le contexte des vidéos de confinement musicales. Je pense que ces vidéos de confinement, elles avaient aussi un but, on va dire, un petit peu performatif, dans le sens où on devait, encourager les soignants. C'était, on va dire, la ligne directrice, c'était rester chez vous et c'est une vidéo qu'on donne aux soignants, on exprime notre savoir-faire. Donc, un orchestre symphonique s'exprime, joue son répertoire en l'honneur des soignants. Voilà, c'est une espèce de combat. Donc, en fait, c'est marrant parce que ces vidéos de confinement, en fait, j'ai l'impression que c'est une fin en soi et c'en est pas une. C'était, on va dire, une parenthèse technologique et performative. Donc, j'allais dire, on a sorti un boléro de Ravel, mais derrière, il y en a eu 2, peut-être 3. On a eu des Noces de Figaro, on a eu un chœur de Verdi, on a eu des orchestres qui s'échelonnaient jusqu'à 280, 300 personnes. C'était à celui qui allait sortir la plus grosse mosaïque. Donc, j'allais dire que sur la mosaïque, en termes de mouvement, en termes artistique, je pense, à mon avis, qu'on a un peu fait le tour en post-production. Ce qui pourrait être absolument bluffant, c'est de faire jouer un orchestre symphonique en direct
par des moyens de transmission. Voilà, les gens jouent, le chef est chez lui, les 50 ou 60 musiciens sont chez eux, et par retour d'image, on pourrait effectivement faire une espèce de spectacle comme ça, coordonné par la technologie de l'audiovisuel, vers des gens qui, derrière leur écran, pourraient assister à cela. Ça, pour moi, ce serait une vraie grosse avancée technologique, avec toutes les difficultés de la latence, que l'orchestre puisse jouer vraiment ensemble. Ça, pour moi, c'est quelque chose que j'arrive pas encore à m'imaginer. Et peut-être, effectivement, gratter du côté de la réalité virtuelle. Voilà, de changer le mode de performance d'un orchestre, donc sur une scène avec un public qui est ordonné dans la salle, mais peut-être songer à plus d'immersion, songer à quelque chose qui n'est peut-être pas habituel, voilà, il faut explorer au niveau sensitif des chemins qui, pour l'instant, sont encore juste sur le point d'être explorés avec la réalité virtuelle, en tout cas. Bien, on peut conclure, je pense. Merci à tout le monde. C'était un plaisir de vous recevoir. Un prochain colloque, j'espère de visu, dans le Grand Amphi, dans 6 mois. Une petite nouveauté quand même au niveau des colloques. Ils ont été jusqu'à présent publiés en audio. À partir de maintenant, on va les publier en audio et en vidéo, c'est-à-dire que vous allez pouvoir suivre les images, ce qui évitera la présence d'un fichier PDF par rapport à côté du fichier audio. Donc on va tous les publier. Cette expérience en Zoom va se traduire par le tournage des colloques pour l'avenir. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci au public d'avoir écouté ces sujets passionnants, le développement de ces sujets passionnants. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Philippe. Merci, au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.